Bonjour Éric Ciotti. Bonjour. Merci d'être avec nous ce matin sur LCI. Merci Vous à êtes vous. député des Alpes-Maritimes et bien sûr, surtout, ça vous occupe beaucoup en ce moment, candidat à la candidature LR, candidature clairement à droite. Je suis à droite, point d'exclamation. Vous le répétez sans cesse. Je le revendique. Mais oui, mais Avec vous fierté. avez peur Avec fierté. qu'on vous croie de gauche. Non, mais je crois que c'est un positionnement qui tranche avec celui ou d'autres de mes concurrents, ou avec un peu l'histoire contemporaine qui a fait qu'on a cédé à une forme de politiquement correct, qu'on a refusé d'exprimer finalement notre identité, notre appartenance, être de droite. Je ne m'en cache pas, je l'assume, je m'en excuse pas, je le revendique. Oui. Et je crois que les idées surtout de droite, et c'est ce que je veux poser dans cette campagne, sont plus que jamais très majoritaires dans notre pays. Les Français y adhèrent très fortement. Des idées d'autorité pour remettre de l'ordre dans le pays, de liberté, d'identité. Mais désormais, il faut passer à l'acte. Et c'est ce que je veux porter dans cette campagne, au-delà de la communication habituelle, des slogans. C'est le temps de l'action et du courage de l'action. Donc vous me confirmez que répéter à l'envi que vous êtes de droite, c'est une façon de dire que vos concurrents, dans cette bataille, le sont moins. Ils le sont moins, c'est une évidence. C'est une Une évidence. évidence. Je crois être le seul dans cette campagne à poser une vraie différence. Une différence aussi sur le comportement électoral. Je suis le seul à ne pas avoir voté Emmanuel Macron au second tour de 2017. Je revendique ce choix. J'ai voté blanc en 2017 au second tour. Et je revendique la même attitude si une telle hypothèse venait à se produire. Je ne voulais pas en parler maintenant, c'est une mais différence vous aussi. m'y conduisez. L'autre différence, vous êtes le seul à avoir dit que vous pourriez voter Zemmour. Dans un scénario particulier, Zemmour-Macron. Vous êtes le seul. Ça vous distingue. Je l'ai dit, je le confirme, parce que pour moi, je n'ai pas d'ennemi à droite. La situation du pays, la gravité de la situation du pays, on est à un moment où l'histoire de France bégaye, hésite. Est-ce qu'on continue avec Macron sur la pente du déclin ou est-ce qu'on engage le sursaut? Pour engager le sursaut, je crois qu'il faut des idées fortes. On ne peut pas se dire on va faire un peu mieux, on va aller un peu plus haut, un peu plus loin. Il faut une vraie rupture. Et c'est cette rupture que je veux porter dans ce débat. Vous êtes un candidat de idées rupture. fortes. On va voir les idées. Juste un mot encore sur votre positionnement dans cette primaire fermée. Si un de vos concurrents vous interpelle lundi soir dans le débat qui aura lieu, le premier débat de cette primaire, et vous dit qui imaginerait le général de Gaulle, on va le faire à la Fillon, voter pour un homme 2 fois condamné pour incitation à la haine raciale, vous répondrez quoi? Moi, ceux qui seront là lundi soir, et j'espère que dès présent de lundi soir sortira le futur président de la République. Personne n'est dans cette situation et tout le monde porte avec conviction et sincérité ce débat. Ça, c'est pour le respect voilà. des concurrents. J'ai dit très clairement que je souhaitais qu'un candidat républicain soit élu. Après, il y a des règles dans notre pays, il y a des règles d'éligibilité ou d'inéligibilité, et ceux qui sont aujourd'hui dans ce cadre il est éligible. Peuvent se présenter. Il est éligible, et je ne vois pas. Le reste, c'est un débat politique. Il peut y avoir un débat politique, mais ne convoquons pas d'autres arguments qui n'ont pas leur place dans ce débat. Mais est-ce que vous n'êtes pas un facteur de division quand même, Éric Ciotti? Puisque, par exemple, si Éric Ciotti gagne la primaire, je quitterai LR, a dit Renaud Muselier, qui n'est rien moins que le président de votre région. Il n'est pas le seul. Il a déjà, Gaël Perdriau, le vice-président LR. Il a déjà quitté LR. Vous le savez bien. Attendez, est-ce que la région n'est pas LR? Dans son esprit, il a déjà passé une alliance. Et je suis persuadé qu'il soutiendra Macron dès le premier tour. Est-ce que la région est LR? Est-ce que votre parti n'a pas revendiqué la victoire sur cette région? On ne peut pas à la fois être une région LR et je n'ai pas soutenu l'investiture de Renaud Muselier parce que je n'ai pas participé, je ne souhaite pas participer à des magouilles d'appareils politiques. Il a passé une alliance avec En Marche. Je l'ai condamné, je l'ai déploré. Ensuite, j'ai eu une attitude vis-à-vis de Christian Jacob de responsabilité, mais c'est pas l'essentiel. Justement, moi, je porte une ligne de clarté. Renaud Muselier ou d'autres très marginaux portent une ligne de confusion avec le macronisme pour nous déstabiliser. Et vous n'êtes pas dans la confusion avec le zémourisme? Non, je suis dans la clarté d'une droite qui se revendique, qui s'assume quand la droite est elle-même. Elle ne laisse pas d'espace aux autres. C'est tout l'enjeu. Vous savez, dans notre famille politique, il y a des différences.
du temps du RPR, il y avait quelques différences entre Charles Pasqua et Michel Noir. Donc il faut que la droite Donc, dure nous devons gagne. avoir une droite qui allie des différences. On ne doit pas être sur le même moule qui peut donner l'impression aux Français qu'il n'y a pas de différence entre Emmanuel Macron et nous. Il y a de vraies différences. Elles sont majeures. Et pour dire ces différences, il faut qu'on ait un programme aussi de rupture. C'est ce que je veux porter dans ce débat. De quel candidat concurrent êtes-vous le plus proche? On dit que vous roulez pour Xavier Bertrand. C'est totalement faux. Je ne roule naturellement pour personne. Vous vous reporterez sur quelqu'un si vous n'êtes pas qualifié. J'ai ni amitié particulière, ni inimitié. Je crois que j'ai de bonnes relations avec tous les Une candidats. rumeur, on veut vous nuire. J'ai de très bonnes relations avec Valérie Pécresse, avec Michel Barnier. On se parle. Il y a un bon état d'esprit dans ce débat. Voilà. On a Alors, des différences. Qui fait courir ce bruit? Je ne sais pas, on a des différences et elles sont importantes. Laquelle? Donnez-nous une différence, par exemple, avec Xavier Bertrand. La relation à l'identité, la relation à l'histoire de France. Quand je dis il faut inscrire nos racines judéo-chrétiennes dans la Constitution, je suis le seul à le dire. Quand je dis qu'il faut arrêter le regroupement familial, je suis le seul à le dire. Au plan économique, j'assume et je crois... Vous n'êtes pas le seul. Il y a même un candidat, Michel Barnier, qui veut faire un moratoire sur l'immigration. Donc il arrête toutes les immigrations. Le moratoire, il dure que quelques temps par définition. Moi, je veux qu'on change durablement les choses. Au plan économique, je suis le seul aussi à assumer, et c'est aussi un peu le cas au plan politique, une fidélité au programme de François Fillon, un programme de réforme, de réduction de nos dépenses. Je suis le seul à demander la suppression de l'impôt sur les successions ou de mettre en place un taux unique pour l'impôt sur le revenu. On s'arrête là-dessus, ça m'intéresse. C'est un contre-choc fiscal majeur et c'est peut-être là où la différence est la plus forte. Le taux unique, alors ça m'intéresse, ça m'a interpellé. Vous voulez imposer un taux unique de 15%. On appelle une flat tax. Donc personne, en gros, ne paierait davantage, mais beaucoup paieraient. Bien sûr. Beaucoup moins. Parce qu'on rappelle que le taux le plus élevé est à 45%. 15%. Quel est le but? Le but, c'est d'alléger cet assommoir fiscal qui fait que la France détient le triste record d'être le pays au monde où on paie le plus d'impôts. On a gagné 2 fois la Coupe du Monde de football, mais chaque année, on gagne la Coupe du Monde des impôts. 10% des Français paient aujourd'hui 70% de l'impôt sur le revenu. Ça conduit à quoi? À mettre en place ce qu'on appelle les niches fiscales. Ça conduit à l'optimisation fiscale. Ça conduit à l'installation de Français à l'étranger. Vous supprimez l'optimisation fiscale? En tout cas, en contrepartie de ce taux unique à 15%, je propose de diminuer par 2 le nombre et le montant des niches fiscales. Parce que si on a un taux beaucoup plus faible, on n'a pas besoin de dispositifs, hormis sur les volets liés à l'emploi, notamment aux emplois familiaux, on n'a pas besoin d'alléger l'impôt si l'impôt lui-même retrouve des niveaux normaux, ceux qui sont en vigueur dans d'autres pays. Aujourd'hui, c'est insupportable de voir la moitié de ses revenus partir à l'État. Surtout que c'est un État qui gaspille. On le voit avec M. Macron qui aujourd'hui joue avec l'argent public. Et l'argent public, c'est le fruit des impôts. Une question, parce que vous défendez l'identité française et le modèle français d'une certaine façon. Or, le modèle français, Éric Ciotti, c'est la redistribution. Et le système fiscal, le nôtre aujourd'hui, il est imparfait, tout le monde le voit, mais il permet la redistribution. Et là, 15% pour tous. Vous pensez que les Français seront adhérents? Je crois que ce modèle, il commence à montrer ses limites. Quand il y a 11 millions de pauvres dans notre pays, on peut se dire que le modèle, il ne fonctionne plus parce que le modèle, il a tellement handicapé notre pays dans la compétitivité internationale, dans la concurrence internationale, qu'il a fragilisé ce qui crée vraiment de la richesse, ce qui lutte contre les inégalités, c'est-à-dire l'emploi. C'est l'emploi qui libère. Donc le modèle fiscal, il est à bout de souffle. De l'assistance, bien sûr. Comme le modèle social, d'ailleurs. Dès qu'il y a une difficulté, qu'est-ce qu'on fait dans notre pays? Et Emmanuel Macron en est l'exemple même. On crée un impôt où on donne un chèque, un revenu de l'assistance. Et cela crée des dépenses publiques qu'il est aujourd'hui quasiment impossible de financer, sauf à recourir à la dette, sauf à recourir aux impôts. Il faut casser cette spirale, il faut baisser nos dépenses publiques. Moi, je suis furieux de voir ce RSA jeune qui a été annoncé hier. Le revenu d'engagement hier. Oui, c'est un nom de communication. Un contrat d'engagement. C'est un chèque, mais quelle logique quand même de donner 500 € par mois à un jeune jusqu'à 500 € pour trouver un emploi. Mais
offrons-lui la pour donner, possibilité, une formation, de l'apprentissage, de créer un emploi. Mais pourquoi un revenu de 500 euros? Pour ceux qui sont très Comment éloignés et donner qui n'ont envie pas de formation. de se battre, de travailler, de récompenser le mérite si on finance quelque part une forme d'assistance. C'est anti-méritocratique. Mais bien sûr, c'est le contraire de ce qu'il faudrait faire pour inciter les jeunes à prendre des risques, à investir. Moi, quand je propose l'exonération des droits de donation des grands-parents vers les petits-enfants, jusqu'à 150 000 euros, c'est pour donner leur chance aux jeunes, c'est pour faire de la mobilité de génération en génération. Là, c'est la paresse intellectuelle la plus absolue de donner un chéquier le 1er mars, un mois avant l'élection présidentielle. Monsieur Macron parce que ça commence le 1er mars. Joue à la campagne électorale et s'engage dans la campagne électorale avec l'argent des Français. Oui, il joue avec l'argent des Français pour se faire réélire. C'est extrêmement grave, alors qu'on va avoir des déficits qui sont records dans notre histoire contemporaine. Alors, quelques questions rapides. Répondez-moi rapidement, puis après, il faut qu'on parle du Conseil de l'Europe. Vous me parlez des jeunes. Une question qui leur est... ils sont sensibles sans doute, c'est le droit à l'avortement. Jean-Luc Mélenchon a dit « Je veux inscrire dans la Constitution le droit à l'avortement ». Est-ce que vous estimez, comme lui, que c'est un droit fondamental? Vous avez un slogan en 3 mots dans celui de liberté. Est-ce qu'il faut assurer, par la Constitution, la liberté des femmes à accéder à l'avortement? C'est un droit fondamental qui, je vous le rappelle, est issu de la loi Veil, qui est Simone Veil. Nous sommes aussi les héritiers de cette filiation dans notre famille politique. On parlait tout à l'heure d'un grand rassemblement de personnes différentes. Est-ce que vous reviendrez Il y a eu Charles Pasqua, mais bien sûr que non. Bien sûr que non. Cette PMA, loi, elle est essentielle, elle est fondamentale. Est-ce que le délai de 12 à 14 semaines que Christophe Castaner veut faire revenir à l'Assemblée fin novembre, vous le voterez ou pas? Je ne sais pas à ce stade, je verrai, mais... Je ne pense pas que ça soit forcément nécessaire de passer de 12 à 14 semaines, mais j'ai pas d'hostilité. Mais pas d'hostilité. J'ai pas d'hostilité de fond. Sur ces sujets, vous savez, moi je considère que cela relève de la liberté individuelle. Il y a eu des évolutions, et ces évolutions de société, c'est Lucien Neuwirth, c'est Simone Veil, on fait peut-être un peu de l'histoire politique, qui les a portées. C'est la droite républicaine. On n'a pas à s'en excuser. Ce sont des fondements sur lesquels vous ne reviendrez pas. Le Conseil de l'Europe, à propos des femmes, a retiré sa campagne. Hier soir, le Conseil de l'Europe regroupe 45 pays, tous ceux de l'Union européenne et d'autres, et ils vont réfléchir à une meilleure présentation. Aussi, dont la Turquie. Il s'agissait de lutter contre les discriminations en posant comme postulat que le voile était une liberté des femmes. C'était une façon de défendre les droits des musulmans pour le Conseil de l'Europe. Ça a été retiré. L'affaire est close? Bien sûr que non, l'affaire n'est pas close. Pourquoi? Parce que c'est révélateur de la dérive du Conseil de l'Europe. Et aujourd'hui, il faut stopper cette dérive. Le Conseil de l'Europe est soumis à l'influence d'organisations qui, quelque part, participent de l'islam politique, très proches des frères musulmans. Ce sont eux qui font du lobbying aujourd'hui pour promouvoir ce prosélytisme, parce que c'est quand même aujourd'hui totalement ahurissant qu'en Europe, quand on voit le combat que livrent des femmes avec un courage extraordinaire au péril de leur vie, en Iran, dans certains pays qui sont aujourd'hui, qui les placent dans un joug terrifiant, parce que le voile, c'est un instrument, un vêtement de soumission qui considère que la femme n'est pas égale de l'homme. Et faire la promotion de cet instrument de soumission, c'est déjà participer à la propagande. Mais vous diriez que le Conseil de l'Europe lui-même est un instrument de l'islamisme politique rampant? Aujourd'hui, c'est un instrument de faiblesse, c'est un cheval de Troie de l'islamisme politique. Donc il faut arrêter tout ça. Qu'est-ce qu'on fait? Je demande à la France aujourd'hui, au gouvernement français, de suspendre sa participation, de jouer un peu la politique de la chaise vide, comme l'avait fait pour d'autres institutions. Je ne confonds pas, il ne faut pas confondre le Conseil de l'Europe avec l'Union européenne. Mais il faut arrêter aujourd'hui, tout remettre à plat, cette institution qui comprend la Turquie. Le Conseil de l'Europe. Je propose qu'elle ne participe plus à son fonctionnement, qu'elle arrête
son financement. Elle suspend On verse financement et 40 présence. millions d'euros, mais c'est quand même totalement ahurissant qu'on paye avec de l'argent public, de l'argent du contribuable français, des campagnes qui promeuvent l'islam politique. Il faut savoir que le Conseil de l'Europe, après l'attentat de Charlie Hebdo, a engagé une campagne, non pas pour défendre les valeurs de laïcité, mais contre l'islamophobie. La réalité, Voilà. c'est que vous voulez faire pression pour Il quoi? faut aujourd'hui pour réformer que de l'intérieur le Conseil de organisations l'Europe. qui font pression sur le Conseil de l'Europe, qui sont proches des frères musulmans, arrêtent leur influence. Ce qui est beaucoup plus grave, c'est que le Conseil de l'Europe, il a aussi un rôle charnière avec la Convention européenne des droits de l'homme, avec la Cour européenne des droits de l'homme, qui a des est aussi imprégnée par oui. cette idéologie qui nous empêche aujourd'hui d'avoir une politique migratoire souveraine, qui nous empêche de lutter efficacement contre le terrorisme, qui nous empêche d'expulser des terroristes. Est-ce que la France n'est vers pas leur pays finalement d'origine. assez Donc, isolée avec son modèle laïque, républicain, qu'elle défend avec force, hein? Jean-Michel Blanquer vient de lancer un laboratoire, par exemple. Pour, mais ce modèle, c'est le seul possible. C'est celui des Lumières. Est-ce que la France est seule en C'est Europe? celui des Lumières qui a éclairé le monde, qui a apporté la liberté. La France aujourd'hui n'est pas seule. Et la France doit résister, ne doit pas se soumettre. Et je trouve le gouvernement actuel extraordinairement faible, voire lâche sur ces questions. Pourquoi? Parce que Donnez-moi un sur exemple. la question du voile, quand on a débattu du texte dit sur le séparatisme qui était censé combattre l'islamisme, la défaillance, c'était d'ailleurs dès l'origine, puisque dans le projet de loi, il n'y avait même pas le mot islamisme. Comment combattre un fléau si on n'ose même pas le nommer? Mais dans ce texte, quand j'ai défendu avec d'autres à l'Assemblée, avec Annie Genevard notamment, l'interdiction du port du voile pour les fillettes, lorsque nous avons demandé de retourner à la loi, à la circulaire Sarkozy-Châtel pour interdire le port du voile pour les accompagnants scolaires, on a eu un refus absolu. Emmanuel Macron avait donné des instructions pour qu'on laisse aujourd'hui le statu quo, que le voile, quelque part, reste l'étendard L'ambiguïté de d'Emmanuel la Macron, conquête il des n'a âmes. pas levé l'ambiguïté sur Il ces n'a sujets-là. absolument jamais levé l'ambiguïté. Une Il dernière est dans le question, en Éric même Ciotti. temps, il y a un discours qui prétend lutter contre l'islamisme, mais il y a des actes extrêmement faibles. Donc je lui demande solennellement, après ce choc provoqué par cette dérive extraordinairement grave du Conseil de l'Europe, Ouais. de suspendre notre participation et de dire nous sommes partisans d'une laïcité républicaine forte. Elle doit être aujourd'hui en vigueur et on ne peut transiger d'aucune façon sur nos valeurs fondamentales. Très bien, merci beaucoup. Une dernière question. Jean-Pierre Raffarin, votre ancien Premier ministre de droite, vient de déclarer, il sera d'ailleurs notre invité demain matin, que LR ne peut pas gagner la présidentielle et il soutient Emmanuel Macron. Un mot. Il participe aussi de tous ceux qui, quelque part, ont un intérêt à ce qu'Emmanuel Macron soit réélu. Il dit par ailleurs que LR peut gagner les législatives. Ces gens Oui, nous font veut pas que du mal. ils nous font du mal avec ce discours. Voilà. Je crois qu'on peut gagner. Et simplement, ce n'est pas un souhait, c'est une obligation. Parce que si nous ne gagnons pas, la France sera engagée gagner ou on va gagner, sur, attention, sur un chemin extraordinairement dangereux. On peut gagner, mais le ce n'est pas redis. sûr. Je me C'est votre sentiment aujourd'hui, vous n'êtes pas je complètement me battrai de toutes mes forces pour que l'on gagne. On n'est jamais sûr de gagner une élection. Mais la certitude que j'ai, c'est que les Républicains ont le seul projet de redressement crédible, de rassemblement et d'apaisement de la nation. C'est le seul aussi. projet auquel vous vous rallierez. Mais bien Vous sûr, ne vous rallierez à bien aucun sûr. autre projet. Je suis dans ma famille Oui, politique. vous savez, l'avez dit. je Merci, ne l'ai Éric jamais Ciotti. quitté sans compromission Merci, et avec Éric des Ciotti. idées Ça, claires c'est pour les et fortes. militants. Merci beaucoup, Éric Ciotti, d'avoir été ce matin notre invité.